Salut, c'est Quentin et vous écoutez Rust and Dust, le podcast qui vous fait découvrir les recoins obscurs de la pop culture. J'avais envie avec cet épisode de vous faire découvrir ou redécouvrir le petit film The Velocipastor. Préparez-vous car on va parler ici d'un film au concept incroyable qui dépasse toutes les attentes et toutes les logiques car, comme son nom le laisse entendre, le film parle d'un prêtre catholique qui se transforme en vélociraptor pour combattre des ninjas trafiquant de drogue. Oui, oui, vous avez bien entendu. They followed me home. The Velocipastor, c'est un long métrage indépendant sorti en 2019 par Brendan Steer, né d'une fausse bande-annonce étudiante qui a fait un peu de buzz sur internet à sa sortie. Avec un tout petit budget d'un peu plus de 35 000 $ et une durée de 75 minutes seulement, le film revendique dès le départ son esthétique fauchée, ses effets spéciaux minimalistes et son ton volontairement décalé. Pour vous situer un peu, l'une des scènes les plus célèbres du film, qui arrive dès les 2 premières minutes, est une scène qui remplace une explosion qui aurait dû être assez coûteuse par un simple carton à l'écran indiquant VFX : Car on Fire. Sacrée déclaration d'intention qui, dès le départ, nous met tout de suite dans le bain. Une rupture de l'illusion cinématographique qui annonce la couleur dès les premières minutes. Le film s'inscrit dans la pure tradition des séries B, des films d'exploitation parfaitement conscients de jouer sur un aspect nul entre guillemets et raté pour plaire et faire rire. Il y a une vraie approche ironique tout le long du film. Là où certains films deviennent cultes malgré eux, The Velocipastor semble vouloir l'être dès le départ. Et c'est en ça que je le trouve fascinant. Je l'ai personnellement découvert que récemment et sur le coup je l'ai plutôt aimé, mais je ne pensais pas que j'y repenserais autant depuis ce premier visionnage. Je trouve que le film est quand même très malin dans son approche et dépasse largement son concept, car malheureusement, ce genre de film au concept débile et fun ne dépasse quasiment jamais le statut de film à concept justement, je trouve. Il arrive plutôt bien à doser son approche méta, par contre je tiens à le préciser dès maintenant, mais c'est pas une pure comédie ou une pure parodie, c'est pas non plus un pur film d'horreur, à proprement parler, il y a une vraie tonalité très grinçante, très cringe et même un peu gênante tout le long du film. On ne sait jamais vraiment si ça joue volontairement mal ou si c'est juste que ça joue mal. Pareil pour certains effets de montage ou de rythme par exemple. Autant dans l'action c'est forcément volontairement raté, autant il y a certains dialogues par exemple où c'est assez grandiose en termes de moments gênants, donc je tiens à prévenir dès maintenant. Et à l'inverse, il y a quelques fulgurances ça et là qui m'ont vraiment surpris sur des moments plus humains, plus touchants, totalement inattendus. Ça me semble assez pertinent et intéressant d'en parler ici car c'est un film qui s'inscrit assez bien dans l'ADN du podcast, je trouve. C'est généreux mais grave foutraque et sacrément fauché, mais c'est toujours fait avec du cœur comme la plupart des œuvres que j'ai présentées ici jusqu'à présent. Avec son petit statut un peu culte dans ce genre de niche et son titre racoleur, je pensais que ce n'était qu'un énième nanar calculé juste pour le mème et les réactions sur internet, un simple produit typiquement post-internet pensé pour la viralité, mais non, force est de constater que ce n'est pas du tout le cas en fait. Dans l'idée, on va un peu se rapprocher quand même de ce qu'on vous avait proposé sur notre premier podcast sur la série de films The Toxic Avenger de Trauma. Je vous propose de revenir dans un premier temps très rapidement sur les origines du réalisateur et ses influences avant de parler plus particulièrement du film en lui-même. The Velocipastor est mis en scène donc par Brendan Steer, qui a grandi en partie dans le Montana et surtout en Pennsylvanie. Il raconte qu'il n'avait pas vraiment de communauté cinématographique autour de lui, il passait surtout son temps à forcer un petit groupe d'amis à regarder des choses bizarres avec lui. Il mentionne un cinéma d'art et d'essai unique dans sa région, le Pocono Community Theater à Stroudsburg, connu pour ses séances de minuit et ses films hors des sentiers battus. Même aujourd'hui, vivant à Pasadena, il précise qu'il continue de fréquenter ce cinéma lorsqu'il rend visite à ses parents. Son premier contact avec la réalisation remonte à l'enfance, il faisait des films dans son jardin avec ses amis, sans scénario, juste pour le plaisir. Le déclic survient lorsqu'il découvre Reservoir Dogs. Il comprend alors ce qu'est un réalisateur et décide que ce sera sa voie. Il se plonge ensuite dans Sin City, El Mariachi, les films d'Edgar Wright et le cinéma d'auteur européen, cherchant à tout dévorer. Il cite comme inspiration des classiques grand public tels que Jurassic Park, Twister, Space Jam, Star Wars ou L'Exorciste, qu'il va découvrir étant ado et qu'il considère toujours comme l'un des meilleurs films jamais réalisés.
Ses influences directes pour The Velocipastor sont vastes et quand même assez éclectiques. Il mentionne des films comme Miami Connection, Black Dynamite, des films japonais comme Osu ou Goke Body Snatcher from Hell, un peu de Sentai et du Kaiju aussi, des films de Bruce Lee comme Enter the Dragon, The Big Boss, Game of Death, ainsi que des films d'horreur comme Suspiria, Track of the Moon Beast, The Killer Shrews ou Equinox. C'est cette culture éclectique qui nourrit le ton délibérément absurde et référentiel de The Velocipastor, mélangeant horreur, arts martiaux, exploitation et comédie. L'idée même de The Velocipastor naît d'une anecdote presque triviale. Le réalisateur, alors étudiant à la School of Visual Arts, voit son téléphone corriger automatiquement le mot Velociraptor en Velocipastor. Et c'est cette simple erreur qui va devenir le point de départ d'une farce cinématographique. Il réalise une fausse bande-annonce en 2010, conçue comme un projet d'école à l'époque. Cette bande-annonce volontairement absurde rencontre un petit succès viral inattendu. Elle est relayée par des sites comme le Huffington Post, G4 Gaming Television et de nombreux blogs spécialisés. L'expérience convainc Steer qu'il peut transformer cette blague en long métrage indépendant. Le pitch officiel du film est simple et vraiment mémorable, je cite « Un gentil prêtre devient un dinosaure lycanthrope assoiffé de vengeance ». Pour corser le tout, Steer ajoute des ninjas et un flashback au Vietnam histoire de rendre l'histoire encore plus folle. Le scénario part de l'histoire plutôt que du personnage. Doug, le prêtre, est volontairement un archétype classique, le gentil prêtre entre guillemets. Concernant le choix de l'acteur principal, Steer avait écrit le rôle pour quelqu'un d'autre, mais l'acteur initial se retire pour des raisons personnelles. C'est Gregory James Cohan qui se manifeste via une audition envoyée sur Seed and Spark. C'est une plateforme de financement participatif où le projet était initialement proposé. Steer dit être immédiatement convaincu par la performance de Gregory James Cohan. Cohan comprend parfaitement le ton du film et devient Doug Jones presque sur le champ. Steer considère que c'est la meilleure décision du projet. Cohan incarne The Velocipastor, je cite, avec une vraie présence de star. Entre 2011 et 2016, le réalisateur va tenter 2 campagnes de financement participatif, une sur Kickstarter et une autre donc sur Seed and Spark, sans succès malheureusement. Finalement, c'est, accrochez-vous, un ami de sa belle-mère qui va financer le projet. Le budget final est donc estimé entre 35 et 45 000 $ seulement. Pour mettre ce chiffre en perspective, tous les choix artistiques du film, que ce soit les effets spéciaux rudimentaires, les décors très limités, les costumes vraiment approximatifs, tout est dicté par ce budget minuscule en fait. Mais plutôt que de masquer cette contrainte, Steer la transforme en élément esthétique et en fait la force du métrage. Il intègre ses limites comme partie intégrante du spectacle et c'est ce qui m'intéresse beaucoup avec ce genre de film personnellement. Sur le podcast précédent sur Absolute Batman, en recommandation de fin de podcast, je vous avais également parlé d'un film comme ça à tout petit budget, The Alien Factor, qui est un peu dans la même vibe, un peu dans la même idée je trouve. Il explique que le tournage est très fluide malgré ses contraintes financières, la difficulté principale étant de trouver quelqu'un capable de porter le costume de Velociraptor. Finalement, c'est le frère du réalisateur qui va endosser la plupart des plans, et c'est Steer lui-même qui apparaîtra dans le costume pour certaines séquences. C'est vraiment du homemade jusqu'au bout. Il explique que ce costume est bricolé à partir d'une pièce de théâtre à la base au lycée, et en fait il va garder le costume et il va le retravailler au fur et à mesure. Alors, je suis pas un spécialiste en dinosaures, mais j'ai quand même l'impression que sur une des séquences clés du film, à la fin, c'est plus un costume de T-Rex que de Velociraptor, si je veux un peu, un peu pinailler. Mais bon, c'est pas comme si c'était important après tout. Et pour vous rendre un peu compte, en faisant mes recherches, je suis tombé sur un commentaire de quelqu'un qui partageait un lien vers un costume donc de T-Rex, assez semblable à celui du film, pour ne pas dire le même, qui lui aurait coûté, attention, 99 $ seulement. Et d'ailleurs, je trouve que ce serait premier degré très intéressant de voir à quoi ont servi les, on va dire, 40 000 $ sur ce genre de film, si ce n'est pour rémunérer les 5 acteurs et actrices du film et louer quelques décors, qui sont quand même globalement très vides d'ailleurs. Mais je serais vraiment très curieux de savoir un peu comment on finance ce genre de tout petit budget comme ça. Pour revenir sur l'évolution du projet, le film est tourné donc en 2017 en pellicule 16 mm avec un procédé volontairement vieilli. Le réalisateur explique que les négatifs sont cuits à 93 degrés Celsius pendant 10 minutes afin de créer un aspect vieilli, en fait, granuleux comme ça. La plupart des rayures visibles sur la pellicule ont été créées par Steer lui-même en traînant les films sur différentes surfaces dans sa salle de bain.
seule pièce suffisamment sombre apparemment pour ne pas exposer la pellicule vierge. Il voulait vraiment un rendu, et de toute façon on le ressent dans le film, je trouve, très très grindhouse dans l'idée. Après plusieurs projections dans des festivals de films indépendants, en France il va passer par exemple à l'Absurde Séance en octobre 2018. Le distributeur Wild Eye Releasing signe avec l'équipe et publiera le film en sortie physique et streaming en Amérique en août 2019. Le film est immédiatement reconnu pour son ton absurde et méta et son statut de mauvais film volontaire. God does not want people dead. Oh, I think God wants a lot of people dead. Je vous propose de rentrer peut-être plus en détail, scène par scène carrément. Dans le film, je vais être full spoiler, parce que de toute façon je pense que ça peut d'autant plus vous donner envie de découvrir le film, puis ça fait partie du fun, je pense que ça ne vous dérangera pas. Sinon je vous remercie et je vous dis au revoir dès maintenant, mais restez, je vous assure ça va être bien. Je vais essayer de faire du scène par scène du mieux que possible, en espérant que ça puisse vous plaire, en espérant que ça puisse vous donner envie surtout. Le film s'ouvre donc sur Doug Jones, un jeune pasteur catholique qui sort de l'église où il vient de prêcher un sermon. Aussitôt dehors, il retrouve ses parents, mais l'écran, donc comme je vous le précisais en introduction, mais l'écran va montrer un texte indiquant que leur voiture est en feu. Et comme il n'y a pas de budget pour les effets spéciaux, c'est donc le carton qui va suffire comme effet. Euh, Doug est en état de choc, je suis désolé, j'ai vu le film 3 fois, ça me fait toujours autant rire ce truc. Là on est seulement à même pas 2 minutes de film et il y a déjà cet aspect méta comme ça au possible, c'est assez dingue. Il y a un peu le même genre de scène et de carton comme ça à la fin, de façon peut-être moins intelligente mais toujours aussi drôle. Doug est donc en état de choc de voir ses parents qui viennent de mourir devant ses yeux comme ça. C'est une scène qui est quand même très courte mais très importante, car elle établit que Doug vient de perdre ses parents de façon très très traumatique. Il va donc décider de partir en Chine pour un voyage spirituel, parce que c'est normal, hein. Il va essayer de surmonter le choc de la mort de ses parents, donc il va marcher dans une espèce de bois. Alors clairement c'est pas du tout tourné en Chine, hein. C'est tourné à côté de New York, dans une forêt, ça se voit clairement. Et il va croiser là une dame qui est poursuivie par des ninjas qui vont lui tirer dessus à l'arc et donc la tuer dans une scène assez lunaire, je trouve. Et donc la femme blessée qui va bientôt mourir forcément, elle va tendre à Doug un artefact ancien, donc en fait c'est clairement une espèce de dent de dinosaure, hein, je pense, hein, de vélociraptor à mon avis. Alors on n'en apprendra pas plus dessus de toute façon, mais Doug donc va récupérer cet artefact et va se blesser la main en la prenant en fait. Et il va tout de suite avoir des espèces de cauchemars. Alors il y a un moment du coup là en termes de montage c'est assez intelligent je trouve. On sait pas du coup si juste il revient de Chine après ce passage-là donc. Alors il vient quand même de voir des ninjas, une dame mourir dans ses bras, ou si c'était juste une espèce de cauchemar et il vient de se réveiller d'un seul coup, on navigue comme ça entre deux eaux, c'est assez intelligent je trouve. Le film expliquera plus tard que cet artefact est dit capable de transformer celui qui le possède en guerrier, le Dragon Warrior, même si vraiment on ne détaillera jamais vraiment très clairement cette légende et cet aspect du lore, hein. Et du coup, donc on est de retour aux États-Unis. Alors comme ça, par magie, il va se réveiller d'un coup. On va retrouver Doug dans un parc, agité et encore perturbé par tout ça. Il va entendre des bruits et c'est là qu'on va découvrir qu'il se transforme en vélociraptor. On comprend donc que sa transformation est déclenchée par la colère et l'adrénaline, exactement comme pour Hulk. D'ailleurs, on va retrouver pas mal d'aspects de la série télé Hulk de l'époque, avec tout cet aspect sur le fait qu'il se réveille, qu'il soit pas au courant de ce qui s'est passé, un peu comme un loup-garou aussi, un peu dans l'idée. Il va donc là attaquer un groupe de vilains qui venaient agresser une prostituée nommée Carole, qu'on venait de nous introduire sur la scène juste avant. Il y a un aspect vraiment très très comique visuellement, volontairement, avec des effets spéciaux vraiment tout petit budget. On est vraiment sur les premières scènes plutôt de nuit, le vélociraptor, enfin le costume, on le voit presque pas, c'est plutôt assez malin je trouve dans le début du film. Il va donc se réveiller de nouveau, donc cette fois dans l'appartement de Carole, nu du coup, le lendemain matin. Il est complètement confus et ne se rappelle absolument pas de ce qui s'est passé. On a alors là un dialogue vraiment lunaire et hyper drôle je trouve dans l'idée, où du coup chacun ne sait pas trop ce qui s'est passé, le dialogue est vraiment très 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 drôle. Last night was amazing. Oh. Oh, I see.
Well, let me be fair in saying that this can never happen again. So it was just a one-time thing? Yes. Honestly, it never should have happened at all. That's for sure. Oh. Was it bad? Well, it was weird. Oh. Honestly, it all happened so quickly. I was very scared. I think I even peed myself. Oh. Was it your first time, too? Yeah. Well, as I said, I'm a priest. So we can never say it's... Wait, what are you even talking about? What are you talking about? The time you turned into a dinosaur and ate someone. Wait. What? Carol lui explique qu'il l'a sauvé la nuit précédente, ce qui amène donc Doug à réaliser qu'il vient de se transformer en dinosaure la nuit précédente. Elle lui suggère d'utiliser ce pouvoir pour combattre le crime, mais il va se refuser à le faire dans un premier temps car il ne veut pas tuer de gens, même si ce sont de criminels. Doug retourne à l'église, là-bas il va rencontrer Frankie Mermaid qu'on nous a introduit un petit peu avant, alors pur vilain trauma dans l'idée, hein, donc c'est le proxénète de Carol, vraiment un vilain haut en couleur, très très vilain, drogue, il va tuer des gens, donc voilà proxénète, avec une tête pas possible, l'acteur est très très bon d'ailleurs je trouve, qui va vraiment rigoler, enfin vraiment qu'en fait des tonnes. How long has it been since your last confession? Oh, it's been about 2 years. I do drugs, sell drugs, murder people. On ne sait pas pourquoi, mais Frankie donc vient se confesser auprès de Doug, et au cours de la confession, censé être un moment un peu sacré, Frankie va révéler par inadvertance, si je peux dire, qu'il est responsable de la mort donc des parents de Doug, et donc cette révélation va venir provoquer voilà, chez Doug une explosion émotionnelle, et donc sans réfléchir, Doug, encore humain, commence à se transformer en Vélocipastor à ce moment-là, juste devant Frankie, et donc va le tuer violemment. Donc c'est à partir de ce moment-là que Doug changera d'avis, il va décider qu'il peut utiliser ce pouvoir pour combattre le mal. Va donc là débuter un peu donc sa lutte contre le crime. Doug accepte donc enfin donc son rôle de Vélocipastor. Il y a un peu ce côté comme ça héros local que j'aime bien moi, comme ça, totalement improbable, très d'ailleurs Toxic Avenger hein, dans l'idée. Hein. On voit que Doug et Carol commencent à se rapprocher, il y a des effets de montage autour de cette romance à plusieurs passages que je trouve très intéressants puisqu'on voit que ça dure dans le temps. C'est très bien fait pour ce genre de petit budget, on y croit vraiment je trouve. Pareil, il y a, alors très très classique et très facile, mais il y a une idée de montage assez cool sur du training comme d'habitude, c'est très super-héros dans l'idée. Là en plus ça fait très très 70s, comme ça avec des espèces de cases un peu où on voit des enchaînements d'entraînement et on les voit en même temps se rapprocher avec Carol, tout ça. Vraiment cette partie-là je la trouve très brillamment montée. En parallèle, on va en apprendre un peu plus sur ce qui se passait au début du film avec ces ninjas en Chine, puisqu'on va rencontrer et découvrir un groupe de ninjas criminels internationaux, si je comprends bien, menés par un certain Wei Chan, et donc qui ont pour objectif de récupérer donc cet artefact, et par extension d'éliminer Doug. Alors ils ont de ce que je comprends, ils ont un concept assez fou en termes de drogue qui mêle la religion, puisque de ce que j'en interprète, en fait ils veulent, ces ninjas donc veulent vendre de la drogue pour que les gens deviennent addicts et puissent se repentir et les rejoindre dans leur groupe religieux en fait. En parallèle, on a plusieurs scènes avec le Father Stewart, donc qui est clairement le mentor de Doug, prêtre également bien évidemment. Personnage très sérieux, limite trop sérieux dans tout ça, je trouve, surtout face à cette situation absurde. Et donc là, on a du coup tout un propos sur donc Doug, jeune homme qui va découvrir de nouvelles choses, et le Father Stewart qui va pas tout comprendre, et il voit que lui il traîne énormément maintenant avec donc cette jeune prostituée, il s'inquiète et du coup de savoir voilà ce qui se passe exactement et tout ça. Your chronic absence worries me. You've hardly been eating at all. You haven't missed a Sunday in 16 years, and all of a sudden that girl shows up. That girl's name is Carol. And she's very nice. Have you forgotten your vow of chastity? Of course not.
Then as your mentor and your friend, I ask you, what the hell is going on? Father Stewart, what if I told you that I was different? You're not that different. There are plenty of men like that in the church. No. I mean, really different. Il va donc vouloir tenter un exorcisme. Et donc c'est là où on a un long flashback, alors peut-être un peu trop long, j'avoue, c'est peut-être un des petits points négatifs du film, surtout que ça arrive en plein milieu du film et ça arrive un peu comme quand même un cheveu sur la soupe. Un long flashback donc du Father Stewart qui se passe au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam. Donc alors là, pareil, donc le Father Stewart, oui, pardon, je n'ai pas précisé, incarné littéralement par le père du réalisateur, hein, histoire que tout reste quand même en famille et très petit budget, et donc qui incarne sur les passages donc, de flashback guerre du Vietnam. Il a juste une perruque, hein, c'est tout. Hein. Ça se passe 50 ans plus tôt. Enfin, à vérifier exactement quand le film se passe quand même. Mais dans tous les cas, ça se passe pendant la guerre du Vietnam. Le monsieur a juste une perruque en plus et ça passe incognito. Avec un gag vraiment extraordinaire. Alors c'est pareil, hein, le Vietnam, hein, c'est juste la même forêt que la forêt en Chine, hein, en introduction. Avec 3 figurants et 2 pauvres costumes et c'est tout. Hein. Et avec un gag vraiment pareil, un peu culte dans l'idée, qui arrive vraiment sorti de nulle part, où on a donc ce Father Stewart vraiment très très sérieux, qui nous raconte ce qu'il a vécu au Vietnam, et qui d'un seul coup va voir donc l'amour de sa vie, qu'on nous avait présenté sur une photo juste avant et tout ça, toujours avec ce côté très 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 joli, très mielleux, sur le côté romantique, mais vraiment très généreux, je trouve. Et cette dame qui va donc alors qui pareil se retrouve au Vietnam alors qu'on nous explique qu'elle l'attendait aux États-Unis, et il y a toujours ce truc d'unité de lieu qui n'a aucun sens dans le film, et qui va donc le retrouver et courir dessus. Et attention, gros spoiler, vu que c'est quand même une scène à découvrir peut-être pour être d'autant plus drôle la première fois, qui va marcher sur une mine et lui exploser dessus, se vaporiser, hein, littéralement. Il reste rien de physique de tout ça, il y a juste des litres et des litres de sang qui giclent partout d'un seul coup, 2 mètres du Father Stewart, du sang partout, et c'est hyper drôle, c'est sorti de nulle part, et c'est très 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 marrant, c'est très bien fait je trouve ce passage, même si voilà vraiment ce flashback est quand même vraiment trop long. Adeline? Adeline! Adeline! James! Adeline! James! Adeline! James! James! Another goddamn VC trip mine. I don't think we can do anything for her now. She's too far gone. What do you think she was doing in the forest? I don't know. Maybe she was trying to start a family. No one ever really comes home from the war. But losing Adeline was a blow I didn't recover from. Those wounds are why I'm the man I am today. Et donc là on arrive sur une scène d'exorcisme, donc vraiment très maladroit, où ils vont essayer de contrôler le vélocipastor intérieur de Doug, qui va forcément rater, puisque Doug se refuse un peu, je pense quand même, à se séparer de cette forme dinosaure, en affirmant que pour lui c'est un peu la seule façon de combattre le crime efficacement en fait. Donc je le mentionnais tout à l'heure dans les inspirations du réalisateur, mais donc il y a forcément ce côté-là très religion, exorcisme sur cette scène. Après cette scène d'exorcisme, Doug va retomber sur les ninjas qui vont donc l'attaquer. Et il va retrouver Carol, alors pareil, avec une scène hyper drôle je trouve, où Carol va rentrer dans son appartement, Doug est déjà à l'intérieur, et lorsqu'elle se retourne, il est dans l'appartement sous des journaux, un peu comme s'il était dans la rue et il sort des journaux pour lui parler.
Rien qu'à vous le dire, ça me fait rire, je suis désolé. Mais c'est vraiment ce genre de comique de situation qui sortent de nulle part. Et ensuite, il y a encore vraiment des beaux dialogues, des beaux effets de montage sur cette romance entre ces deux personnages qui fonctionnent très très bien avec tout ce côté absurde du combat qu'on vient de voir, avec ces ninjas complètement grotesques. Tout ce passage-là, je trouve, fonctionne très très bien. On découvre ensuite donc que les ninjas ont capturé le père Stuart. Les ninjas s'introduisent chez Carol directement au réveil et on a donc une scène de combat donc là sans Vélociraptor entre Doug et Carol qui vont se battre donc dans l'appartement en plein jour, quasiment nus contre les ninjas, et c'est une scène qui fonctionne quand même très très bien je trouve. C'est quand même juste dans un tout petit appartement, il y a donc encore une fois vraiment pas de sous et je trouve que Carol se débrouille vraiment très très bien en termes de combat, vraiment un passage très efficace. À l'issue de ce combat, Doug réalise donc que les ninjas ont capturé le père Jones. Le chef des ninjas chrétiens trafiquants de drogue, Wei Chan, explique tout son plan au Father Stuarts. Et on nous révèle à ce moment-là que le ninja blanc, donc le bras droit de Wei Chan, était donc Sam, le frère de Doug. Gros twist, puisque plus tôt dans le film on avait eu un flashback très Spider-Man Sam Raimi, je trouve, dans l'idée, ce flashback de Doug avec ses parents, des beaux dialogues très Americana, limite un peu années 50, vraiment très candide, mais en fait ces flashbacks qui étaient vus du point de vue de Doug, qui pensait être fils unique, sauf qu'en fait ce n'était pas le cas du tout. Il avait un frère maléfique, Sam, donc on a une deuxième vision de ces flashbacks avec le frère, ce qui est très drôle aussi, et donc ce frère donc le gros twist qui se révélait être le ninja blanc, le bras droit de Wei Chan. Donc Wei Chan qui a forcément, pareil, c'est très trauma dans l'idée, une espèce de moustache de Hitler, clairement, histoire d'être très subtil. Et donc, vu que Doug veut aller sauver Jones, ils vont donc décider avec Carol d'aller attaquer directement le camp des ninjas. Donc, encore une fois, il faut imaginer le camp des ninjas. C'est juste 3 tentes, 5 ninjas costumés et sur un terrain de foot, c'est tout. Vous attendez pas du tout à quoi que ce soit d'autre. Et donc là, on est sur le final, le grand final du film, le clou du spectacle. Doug qui va donc se transformer une dernière fois en plein jour. Alors là, il n'y a aucun artifice, on cache rien, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'effet d'esbrouf, il n'y a rien de tout ça. Pour notre plus grand plaisir, vous avez peut-être déjà vu passer des images, je sais pas du tout, mais donc Doug va donc se transformer en Vélocipastor une dernière fois pour affronter Wei Chan et ses ninjas dans un combat style kung-fu, attaque de dinosaures, très parcours, avec, comme d'habitude sur ce genre de production, les ninjas qui attendent quasiment un par un que chacun vienne attaquer le Vélociraptor / T-Rex en costume. Donc avec des effets spéciaux qui restent volontairement kitsch jusqu'au summum du kitsch, vous imaginez même pas. On a Doug qui va rugir de manière totalement exagérée. Carol se bat aux côtés de Doug contre les ninjas et va malheureusement être gravement blessée. Il y a une longue scène où elle va mourir dans les bras de Doug. C'est très drôle puisque sur ce passage, les ninjas attendent tristes, littéralement derrière eux, limite prêts à pleurer alors que c'est eux qui viennent de la tuer. C'est complètement décalé et très drôle, je trouve. Et encore une fois, c'est plutôt vraiment bien joué dans ce genre de comédie totalement déjantée comme ça. Franchement, c'est très bien joué, je trouve. Une fois Carol blessée, Doug se transforme en Vélocipastor pour la dernière fois et va tuer tout le monde dans une scène vraiment dantesque, très drôle, vraiment très goofy comme truc dans le costume. C'est filmé de façon complètement folle et complètement directe, vraiment, on va rien nous cacher. On voit la tête du père, donc soit du frère ou soit du réalisateur lui-même dans le costume sur la bagarre qui dépasse du costume de T-Rex / Vélociraptor. C'est très drôle. Et au moment de tuer Wei Chan, il y a un passage aussi complètement déjanté où la tête de Wei Chan est arrachée. En fait, on se rend compte que Doug tient dans ses mains tout simplement une tête de mannequin avec sur laquelle on a juste colorié
la moustache de nazi et parce qu'il fait la particularité de Wei Chan, mais c'est vraiment juste une tête de mannequin qui est retirée avec Doug ensanglanté comme ça. Il y a une citation de Gandhi qui vient apparaître à l'écran, c'est totalement déjanté jusqu'au bout du bout. On retrouve Doug à l'hôpital et on comprend très rapidement que Carol était en fait en vie. She is fine, comme il répète plusieurs fois, elle va bien. Le docteur rentre dans la salle d'attente, il va fumer tellement il va être soulagé de ce qui s'est passé. C'est complètement à côté de la plaque jusqu'au bout. Carol et Doug se retrouvent donc sur une dernière scène auprès d'une superbe voiture, je crois que c'est une Chevelle. J'imagine qu'il y a une partie du budget qui a été aussi allouée pour louer ce véhicule. On a un Doug super classe, lunettes de soleil, très très bad guy des années 50. On comprend qu'il ne fait plus du tout partie de l'église. Elle lui dit qu'il y a une très grosse prime sur sa tête, ils vont donc devoir quitter les États-Unis. Lui dit donc qu'il veut faire la justice dans le reste du monde, a big job comme il dit, et le film se termine donc là-dessus. You know, the church won't stop with Wei Chang's death. They were here. They're gonna be somewhere else. China, Europe, all over the world, I suppose. Now that I've officially resigned from the church, I guess we'll have to sort things out all over the world. It's a big job. There's $1 billion bounty on your head, Doug Jones. What are you gonna do next? What I do best. Donc voilà pour The Velocipastor, en espérant que ça ait pu vous donner envie. Le film est disponible sur YouTube si vous parlez anglais, je ne crois malheureusement pas qu'il y ait de sous-titres en français disponibles, et disponible légalement et officiellement via Prime Video si vous voulez en France pour l'instant. Je n'ai pas précisé dans la description du film, mais les antagonistes, donc les ninjas ou Wei Chan de manière générale, sont habillés de manière volontairement cheap et caricatural comme tout le reste du film de toute façon, hein, c'est vraiment l'état d'esprit. Et en fait il parle, j'ai l'impression en tout cas, j'espère ne pas dire de bêtises, je suis quasiment sûr qu'il parle diverses langues asiatiques qui mélangent en fait volontairement pour souligner la perception occidentale naïve et le côté vraiment racisme pulp très très années 70. Référence assumée hein, clairement, tout à l'heure je citais Hunter the Dragon que le réalisateur citait. Il parle coréen, je crois, cantonais, mandarin. Enfin, c'est vraiment pour le côté caricatural occidental, c'est horrible. Vous voyez un peu le genre de toute façon. Il y a vraiment des idées de montage que je trouve vraiment très intéressantes. Je vous l'ai précisé tout à l'heure, mais il y a vraiment des split screens pour la romance entre Doug et Carol que je trouve vraiment très chouettes. Les flashbacks au Vietnam, alors qui est la grosse scène qui est globalement un peu trop longue, mais qui est volontairement truffée d'anachronismes. Les figurants ils portent des baskets actuelles, des pantalons modernes, le casque militaire du père Stuart il est à l'envers, enfin bon bref, c'est vraiment tout ça est volontaire. Hein. Les scènes de combat chorégraphiées avec les ninjas c'est complètement exagéré, c'est vraiment très très humoristique mais ça marche vraiment très bien je trouve. Stier arrive vraiment à intégrer une échelle de sincérité et d'ironie là-dedans pour guider les acteurs comme il faut. Il y a des moments vraiment émotionnels qui marchent plutôt bien. Encore une fois, vraiment la romance Doug et Carol est très efficace, je trouve. Je pense que pour lui, ça devait rester crédible afin de donner quand même une espèce de point d'ancrage, d'attache au public, là où tout le reste, c'est tellement absurde que en fait, tout est exagéré. Mais il fallait quand même ce point d'ancrage pour lui sur cette romance. Le film rend hommage au cinéma d'exploitation des années 70-80, hein, c'est indéniable, aux films de ninja ultra kitsch, aux arts martiaux, à la série B en général de toute façon. L'ironie constante, les costumes visibles, les faux raccords assumés, il y a une espèce de côté méta-cinéma qui, je trouve, fonctionne vraiment bien sur cet aspect-là. Le spectateur, du coup, est conscient du processus de création, de tous ces artifices. De toute façon, vu le budget, c'est obligatoire. Et tout ça fonctionne globalement très bien, je trouve. Et même toutes ces thématiques sur la religion, la culpabilité,
la tentation de la violence, le côté confrontation morale, mais tout ça avec vraiment énormément d'ironie, le côté transformation, pulsion, le conflit spiritualité, bestialité, sexualité. Et c'est un film qui est globalement assez surprenant, je trouve. Moi, en le découvrant, je n'avais vraiment pas du tout vu les images du final et je m'attendais pas à ce que ça aille si loin dans le délire. Je pensais que ça resterait filmé de nuit, de loin ou à l'inverse de très très près pour vraiment cacher le maximum de choses, en montrer le moins possible. Et je pensais pas du tout que le film irait vraiment jusqu'au bout du délire, comme ça en plein jour, à tout montrer, même si on voit tout le ridicule de la situation. Et en ça, je le trouve vraiment très très fort, je trouve. Ça reste quand même un film avec un concept mémorable, c'est un format très court et très efficace, il y a quelques petites longueurs, peut-être qu'il aurait été encore plus consistant autour de 60 minutes, c'est vrai, mais globalement là ça en fait quand même un long métrage quand même si on n'est que sur 1h15. C'est vraiment un film gardez-le vous pour des soirées entre potes, pizza, bière, parce que c'est vraiment un film de copains et de camaraderie, hein. Je vous incite vraiment à le découvrir dans ce sens-là. Et globalement, ça se prend moins au sérieux que... Ça se rapproche peut-être un peu plus de Kong Fury que de Sharknado, quoi. Ça se prend vraiment pas du tout au sérieux, hein. C'est que du second degré, hein, vraiment. Donc voilà, The Velocipastor, un film très généreux, je trouve, qui a vraiment du cœur, comme j'aime, qui va réussir à transformer la contrainte en spectacle, hein, vraiment. Chaque effet limité, chaque costume approximatif devient vraiment un outil narratif, comique à part entière. C'est vraiment une déclaration d'intention consciente, en fait, vraiment tout le long du film. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie. De toute façon, on en reparlera d'ici quelques mois, je pense, puisqu'à l'heure d'enregistrement de cet épisode, une suite intitulée tout simplement The Velocipastor 2 a été financée via la plateforme de financement participatif Kickstarter à hauteur de 118 000 $, pour un goal initial de 75 000 $ en seulement 30 jours, donc entre novembre et décembre 2022. Et on a eu une première bande-annonce en novembre 2025, aux couleurs et inspirations très giallo, je trouve. Une bande-annonce qui donne vraiment envie. On voit qu'il y a un gros step-up en termes de budget, hein. Ça n'a pas grand-chose à voir. Je suis très curieux de découvrir ça. Alors que le premier opus s'inscrivait dans le style des films d'horreur, d'arts martiaux, d'exploitation des années 70, la suite apparemment va nous emmener en Italie, dans un film qui puise son inspiration clairement dans le giallo, donc avec comme inspiration Suspiria apparemment, selon le réalisateur, mais aussi le folk horror. Le réalisateur cite Midsommar et les thrillers d'espionnage de la guerre froide, et là il cite Rocky IV. L'histoire se déroulera ici dans les années 80. Doug et Carol se rendent à Milan où ils doivent résoudre une série de meurtres commis par un tueur masqué lors d'un festival italien de la fertilité. On va y retrouver des espions soviétiques et Interpol est également sur place. La page du crowdfunding nous présente quelques concept art d'un tueur, The Killer, avec un manteau, une sorte de cape un peu pancho, et un masque, enfin plusieurs types de masques, mais il y en a un qui est fait à partir de brindilles de bois, qui est assez intéressant, je trouve. Sur la page du crowdfunding, le réalisateur nous dit qu'il veut que ce soit son Evil Dead 2. En tout cas, ici, le rendez-vous est pris et on vous en reparlera forcément sur ce podcast. Merci à toutes et à tous pour le temps que vous m'avez consacré. J'espère que vous avez eu envie de découvrir The Velocipastor. Merci beaucoup. À bientôt. Salut!